Bonjour et bienvenue à Visionnaire. Aujourd'hui, je reçois une visionnaire inspirée de la pleine conscience. C'est le docteur Amélie Veilleux, qui est aussi l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle Une maison juste à moi, initier son enfant à la pleine conscience. Bonjour Amélie, bienvenue à Visionnaire. Bonjour France, merci pour la belle invitation. Écoute, quand j'ai vu ça dans la presse, je me suis dit, je veux parler à cette fille. Et je sais pourquoi, après avoir lu ton livre, d'abord, c'est très bien fait. Merci de l'avoir fait. Mais une maison juste pour moi, c'est pour, dans le fond, enseigner aux parents à prendre en charge ou en tout cas à s'amuser, je dirais même avec leurs enfants, à faire de la pleine conscience pour les aider dans leurs troubles d'anxiété, d'une part, qui est devenue une espèce de généralité chez nos enfants. Moi, j'ai des jeunes dans la vingtaine et je le vois de façon généralisée, cette anxiété-là, mais aussi avec leurs émotions, donc avec leur maison intérieure, les émotions, les pensées, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, je vais commencer par te demander, la pleine conscience pour toi est arrivée comment dans ta vie? Oui, mais en fait, j'ai toujours été super curieuse de lire toutes sortes de choses parce que pour moi, mon bagage à outils pour aider mes patients, il est en construction perpétuelle, hein. Fait que je suis toujours allumée sur plein de choses. Puis, je lis, comme la plupart des médecins, toute la littérature là, scientifique qui sort. Et je voyais beaucoup d'articles sur la pleine conscience, plus chez les adultes au départ. Puis ça m'a j'en voyais arriver de plus en plus, je lisais, puis il y avait des évidences là, vraiment parlantes qui pouvaient pas mentir dans le fond là. Fait que mon intérêt a germé à ce moment-là. Puis je me suis mis, avant de me former puis de voir un petit peu comment ça fonctionnait la pleine conscience, je me suis dit je vais l'essayer pour moi-même. Donc je me suis mis à pratiquer puis à apprendre un peu par moi-même là, la pleine conscience dans ce contexte-là. Puis ça m'a beaucoup aidée. J'ai vu plein de bénéfices dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est comme ça que mon intérêt a débuté là, pour la pleine conscience. Et là, on dit, bon, tu es pédopsychiatre, tu Oui. l'as vu aussi chez tes jeunes que tu accompagnes, autant des enfants que des adolescents, mais c'est un événement dans ta vie personnelle qui t'a amené aussi à aller visiter tout ça, puis tu en parles dès le départ dans ton livre, à quel point tu étais bonne pour t'occuper des autres, mais pas tellement bonne pour t'occuper de toi. Ça doit être le lot de beaucoup de médecins et de soignants en général, même de mamans en général. Oui. Oui. Et finalement, ben, c'est la maladie qui t'a amené à mettre ça en pratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. En fait, j'ai contracté, je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup de choses, fait qu'il y avait un fond d'épuisement qui était là. J'avais deux très jeunes enfants, je venais de devenir maman, puis j'ai contracté en 2018 un virus qui s'est attaqué à ma thyroïde, puis qui m'a un peu jetée à terre. J'ai pas récupéré de cette infection-là comme on récupère normalement, c'est quelque chose d'assez bénin, une thyroïdite virale, mais moi, j'ai pas bien récupéré de ça. Mais je suis têtue, j'ai continué à travailler puis à en faire autant malgré tout. Puis un jour, mon Ah, corps, dis non. mon corps a dit non. Puis là, je me suis retrouvée là, très, très affaiblie, à être plus capable de travailler, à être couchée, à pas pouvoir prendre soin de mes patients, à me sentir coupable pour mes collègues et pour mes Pour tes enfants enfants, aussi. ouais. Oui, parce que j'étais diminuée dans mes fonctions de maman. Et c'est un moment dans ma vie où j'ai l'impression d'avoir tout perdu en même temps. Puis il y avait beaucoup d'inquiétude parce qu'on savait pas ce que j'avais. J'étais en investigation, on cherchait toutes sortes de choses, des cancers, toutes sortes de choses. Hmm. Je savais pas ce qu'il y avait devant moi. J'avais comme plus de perspective. Donc je me suis mis à me sentir pour la pire fois de ma vie, très, très vulnérable au niveau psychique, au niveau de ma santé mentale. Puis je me suis dit, là, non, mon corps me lâchait, mais il faut pas que ma tête me lâche parce que c'est super important en ce moment. C'est ce qui me reste pour être Hmm. présente auprès de mes enfants et tout ça. Puis je voulais être un bon modèle de résilience pour eux aussi à travers tout ça. Et comme j'avais déjà un intérêt pour la pleine conscience, j'avais déjà appris les outils, il y a comme il y a comme une étincelle qui s'est fait dans ma tête, puis je me suis dit, OK, c'est le temps de plonger, puis c'est le temps de tester cet outil-là vraiment à fond. J'ai vu les évidences
ça va m'aider. Et là, je me suis mis à méditer beaucoup, beaucoup, chaque jour, à lire beaucoup sur la pleine conscience, à me former encore plus, puis ça m'a soutenue, ça m'a portée dans cette épreuve-là, ça a ouvert mes perspectives c'est pas ça qui a fait tout le travail, mais c'est ça qui m'a portée à travers la rémission finalement, puis un retour au travail, puis un fonctionnement là, plus normal par la suite. Là, j'aimerais entendre ta définition de la pleine conscience, s'il te plaît, parce que bon, c'est quelque chose qui est un peu galvaudé, là. C'est pas juste, je comprends là, que c'est, entre autres, évidemment, être présent au moment, hein? Le fameux moment présent ou être présent au moment, ce qui est plus facile à saisir. Mais toi, tu le définis comment, la pleine conscience? Tout simplement parce que pour moi, c'est vraiment pas d'autre chose que faire l'expérience du moment présent parce que le moment présent, on le vit tous. On est tous dedans à chaque instant, mais on n'en est pas conscient parce que notre tête est toujours hier, demain, dans toutes sortes de choses. Fait que pour moi, je le définis simplement comme ça, de s'arrêter pour vraiment en faire l'expérience et goûter au moment présent par différentes formes de pratiques qui nous ramènent dans l'ici et maintenant. Là où, habituellement, c'est stable, c'est pas trop stressant. C'est plus les pensées vers le futur puis le passé qui nous amènent beaucoup d'anxiété. Oui, puis on dit souvent que quand on est dans le passé, ça cause la dépression. Quand on est dans le futur, ça cause l'anxiété. Ce qui fait que le moment présent, c'est quand même un bel antidote à la fois à la dépression et à l'anxiété. Mais c'était quoi le moment, en fait, charnière, le turning point en bon français, le point tournant pour que tu vois ta santé s'améliorer puis que tu aies envie d'aller transmettre ça dans ta pratique? En fait, ça s'est fait progressivement. Il n'y a pas eu vraiment de moment, tu sais, où tout a changé d'un coup, mais je pense, à force de pratiquer de façon très assidue la pleine conscience, parce que je l'avais appris, je le pratiquais, mais c'était pas comme quotidien, c'était pas vraiment comme dans ma routine. Je pense que mes perspectives ont changé. Tranquillement, ma santé s'est améliorée. J'ai pu retourner au travail et puis là, quand je retournais au travail, je voyais encore plus comment ça changeait ma façon d'être médecin, comment ça changeait ma façon de voir les choses, puis de gérer mon stress au quotidien. Puis là, je me suis dit, quelle aurait été ma vie si j'avais appris ces outils-là quand j'étais toute petite? C'est la première réflexion que j'ai eue. Et j'ai tout de suite eu envie de transposer mes apprentissages en mots d'enfant pour mes propres enfants, mais aussi pour mes patients. Fait que tranquillement, je me suis mis à adapter tous les concepts comme ça dans mon travail, puis pour mes petits à la maison aussi, parce que je voulais qu'ils puissent goûter à ça tout petit, parce que pour moi, ça faisait vraiment partie de la construction de qui ils sont, puis que c'était un outil intéressant à saisir tout petit pour augmenter la résilience en vieillissant, là. Et là, la pleine conscience, là, on s'entend que ça passe par différents outils, la respiration, la gestion des émotions, des pensées, etc., etc. Et ton livre est tellement, tellement bien fait. Moi qui vais être mamie bientôt, là, mais j'ai de la misère à m'entendre dire ça, mais ça va être ça pareil. D'abord, tu l'expliques, puis après ça, tu arrives avec des petites histoires que j'ai déjà hâte de raconter à ma petite fille. Le souffle magique. Et là, comble du bonheur pour moi dans ma lecture, ton personnage principal dans chacun des chapitres, il s'appelle Albert, comme mon fils. Alors, j'adore ça. Mais raconte-moi des exemples. Entre autres, là, tu commences avec l'exemple de la petite Clara qui, tu y enseignais la respiration, puis elle arrivait chez elle, puis ça ne marchait pas. Pour qu'on comprenne que c'est les parents, le nœud de la guerre là-dedans. Là. Oui. Ou en tout cas, le nœud de la paix, je dirais, plus que de la guerre. Elle a été vraiment charnière dans ma compréhension de comment enseigner la pleine conscience aux enfants, cette petite-là, parce que je lui apprenais des exercices de respiration, comment bien respirer, comment être conscient de sa respiration pour se ramener dans le moment présent, parce que c'était une petite cocotte qui était très, très anxieuse, puis elle arrivait continuellement dans mon bureau comme tout le temps sur le bord de faire une attaque de panique, puis on faisait les exercices ensemble, on se déposait, puis elle ressortait là, transformée juste par ces petits exercices-là. C'est des petits exercices en passant. Là. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est des exercices de respiration ou est-ce que tu l'amenais à prendre conscience de descendre sa respiration dans le bas du ventre? Hein? C'est la respiration des yogis qu'on devrait nous enseigner en première année à l'école, à la maternelle. La respiration des yogis, c'est-à-dire remplir le bas du ventre, avoir une respiration sur 4 secondes, 5 secondes pour ceux qui font du heart math, c'est-à-dire de la cohérence cardiaque, ou 4 secondes d'expiration. Ça a l'air totalement insignifiant et pourtant, c'est quand même la base de la vie, là, le souffle, la respiration.
Tout à fait. Puis, donc, je lui enseignais ça avec des métaphores parce que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon travail, faire des métaphores pour que les enfants, ça soit ludique puis qu'ils embarquent dans les apprentissages. Puis, elle sortait toujours de mon bureau complètement transformée, calme, avec une respiration plus harmonieuse, puis était complètement changée par ces outils-là qu'on utilisait ensemble. Et au bout de quelques rencontres de suivi, la maman m'a dit: Docteur Veilleux, Clara, quand elle sort de votre bureau, ça va super bien, c'est merveilleux, mais quand on arrive à la maison puis l'anxiété revient, on n'arrive pas à reproduire ce qui se passe dans votre bureau. Et là, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris, je me suis dit, OK, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être en lien avec quelqu'un en qui elle a confiance pour mettre en place ces outils-là, et qui de mieux placé que le parent. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que je devais enseigner aussi aux parents parce que la plupart des parents, ils n'ont pas appris ça non plus quand ils étaient petits. Donc, je devais enseigner aux parents pour qu'ils puissent accompagner l'enfant dans tout ça. Donc, je me suis mis à intégrer la maman dans les portions de rendez-vous où je travaillais avec Clara, la conscience du souffle, puis de se ramener au moment présent. Et ça a tout transformé. Et là, ça s'est mis à pouvoir s'appliquer à la maison, là. Ça, c'est fantastique. Puis là, justement, le livre est fait. Je me suis assurée que mon téléphone était fermé là, parce que j'entendais des bips. Le livre est fait pour que les parents aient des outils. Je vais essayer de le mettre comme ça. Que les parents aient des outils. Hein, c'est comme un jeu de serpent-échelle. Ici, je l'aime beaucoup, ton image, là, tu sais, où est-ce qu'on fait tout, en fait, les parties importantes, les pensées, la présence, le corps, la respiration. Et le parent a des outils dans ce livre-là pour accompagner son enfant. Il y a des méditations qui sont préenregistrées avec un code QR que tu peux aller directement. Là, j'ai pas eu le temps d'aller les entendre. Par contre, c'est toi ou qui guide les méditations? C'est moi qui les ai enregistrées. Alors, c'est toi qui guides les méditations si on veut les faire avec toi, ou c'est tout expliqué dans le livre aussi si le parent veut prendre charge de tout ça puis le faire avec son enfant de façon ludique. Et ça, c'est si important parce que c'est dans la pratique justement que, tu le dis toi-même, là, je voudrais bien expliquer la pleine conscience, mais c'est une expérience, ça se pratique. Exactement, exactement. Puis c'était mon filon en 2017 quand je suis tombée sur la pleine conscience que je devais l'intégrer moi-même pour ensuite pouvoir penser à l'utiliser avec mes patients. Oui, parce que c'est prêcher par l'exemple. On ne peut que prêcher par l'exemple. Alors, parle-nous des outils là-dedans, parce que, bon, ça commence avec la respiration, on vient d'en parler. Il y a les fameuses émotions, c'est quand même un gros, gros morceau. Parle-nous de ce que tu rencontres dans ton cabinet, puis comment tu les aides à gérer leurs émotions, là, les enfants qui sont anxieux aussi, puis là, le mental part, puis là, ça en rajoute une couche sur les émotions, puis là, ça devient un cycle infernal. Bien, en fait, tout au long du livre, j'utilise la métaphore de la maison pour expliquer aux enfants. C'est une métaphore qui fonctionne très bien. Puis, ce que je remarque au fil du temps, c'est que les enfants intègrent ce langage-là, puis arrivent dans mon bureau, puis utilisent les métaphores pour parler de leur monde intérieur. Donc, ça leur donne des images, puis c'est plus facile après pour eux de se comprendre. Donc, la maison, c'est le corps. Et dans notre maison, ben, il faut en prendre soin de notre maison. On en prend soin de l'extérieur quand on se brosse les dents, quand on se coiffe. Mais il faut aussi prendre soin de l'intérieur. Puis là, dans le livre, j'explique que ben, il y a des petites visiteuses qui peuvent venir nous voir, les émotions, puis il faut les accueillir parce que si on les salue pas, puis on n'en prend pas soin, ben ils vont rester dans notre maison jusqu'à temps qu'on leur fasse signe qu'on les a vus, puis ils vont peut-être faire un petit peu de grabuge, puis il va peut-être avoir des débordements d'émotions s'il y en a trop qui s'accumulent au fil du temps. Puis, bon, les pensées, qui sont la petite radio qu'on a dans notre tête, qui parle tout le temps, qui n'est pas nous, puis qu'on peut choisir d'écouter ou pas. Fait que c'est toutes ces métaphores-là que j'utilise avec les enfants parce que dans ma pratique, ce que je remarquais, moi, je travaille avec de 0 à 18 ans, donc j'ai des ados aussi, puis fait que j'ai une perspective un peu développementale de ce qui s'en vient avec l'âge. Je voyais régulièrement sur mes gardes à l'urgence des ados qui arrivaient en grande détresse et je remarquais beaucoup d'anxiété, beaucoup d'émotions, mais surtout une incapacité à tolérer de se connecter à leurs émotions. C'est trop difficile. Ça fait trop mal. Donc, on cherche des moyens pour se couper des émotions perpétuellement, les jeux vidéo, les substances, la nourriture, toutes sortes de choses. Mais vient un moment où on n'a comme pas le choix d'affronter nos émotions, puis c'est souvent là qu'ils se retrouvent dans mon urgence.
Donc, je voyais que les gens avaient peur de ce qui se passait dans leur maison, puis le fuyaient jusqu'à temps que ça soit plus possible de le fuir. Et je regardais mes petits patients qui avaient de la difficulté à tolérer leurs émotions, puis je regardais leurs parents, puis je me rendais compte que les parents aussi avaient cette difficulté-là. Bien sûr, puis c'est le cycle normal. Quand on veut pas faire face à ça, on va tomber dans la compensation et c'est le lot de toute une humanité présentement, là. On veut pas faire face à nos émotions, alors on tombe dans la compensation. Exactement. Et moi qui ai une visée tellement préventive, qui veut tellement agir en amont de tout ça, je me suis dit, OK, il faut montrer aux enfants tout petits que c'est pas grave une émotion, ça fait partie de la vie, c'est pas méchant, toutes les émotions sont belles, faut les accueillir. Puis si on comprend ça petit, ben on se construira pas en fuyant tout le temps nos émotions, puis en essayant tout le temps de se couper par les écrans ou toutes sortes de choses, puis arriver avec des difficultés là, à l'adolescence puis à l'âge adulte parce qu'on n'est pas capable de tolérer l'inconfort que certaines émotions peuvent nous amener. Donc, c'était un peu ma prémisse, puis c'était un peu à partir de ça que je travaillais parce que je voyais beaucoup d'enfants et d'adolescents qui étaient tellement inconfortables de vivre des choses difficiles, choses qui peuvent arriver dans la vie, dans le parcours de tout le monde, puis qu'il faut avoir des outils un petit peu pour traverser sereinement, disons. Et c'est un langage universel dans ton livre parce que je me reconnais quand je lis ça, c'est abordé de la même façon que moi je vais l'aborder quand j'enseigne, entre autres que l'émotion, c'est une messagère. Elle vient te porter un message. Alors, qu'est-ce que tu leur dis, mettons, à tes petits patients puis aux parents quand il y a des montées de colère, un enfant qui fait une grosse colère, qui fait le bacon à terre, le genre, on a tous vécu ça avec nos enfants. Comment on gère ça? Ben typiquement, quand il y a une grosse crise, faut se calmer d'abord, hein, parce que là, quand il y a une grosse crise, là, l'amygdale est, est toute allumée, puis l'enfant est pas accessible là, verbalement. Fait qu'on va commencer par calmer la crise, mais j'utilise beaucoup les métaphores du livre pour parler avec les enfants. C'est comme, je remarque que là, je pense que tu as eu de la visite dans ta maison. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qui est venu te visiter? Puis on dirait que de parler de la maison comme ça, c'est aussi moins menaçant pour les enfants que de parler comme si c'était eux. Fait que là, ils entrent là-dedans, puis facilement, bon, ben, on arrive à parler de ce qui s'est passé, puis de faire des liens en utilisant ces métaphores-là qu'ils ont appris à connaître dans des moments où ils étaient plus calmes. Donc, ça sert beaucoup pour la résolution de la crise ou quand on essaye de la voir venir, hein, quand on sent qu'on se sent pas bien, là, on sent que les émotions commencent à arriver, que la visite qui arrive, bien là, on peut mettre en pratique les outils de respiration, de méditation. D'observation. En fait, c'est exactement le même chemin que moi j'emprunte, là, c'est-à-dire d'abord l'avoir arrivé, l'observer, la nommer, savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Fait que donne-nous un exemple, mettons justement, la colère, c'est un bel exemple parce que les crises chez les enfants, ça arrive régulièrement. Qu'est-ce que la colère vient dire à un enfant ou un adolescent ou même un parent? Ça peut être vraiment très variable selon les personnes et les contextes, mais en général, la colère, c'est que on se sent, il y a quelque chose qui nous fâche, il y a quelque chose qui vient contre une valeur qu'on a à l'intérieur de nous ou un principe ou une idée qu'on avait, puis c'est important de reconnaître où on s'est senti lésé, qu'est-ce qui a généré cette colère-là. Pour après pouvoir comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé. Mais en gros, c'est un peu ça là, que je vois beaucoup, là, parce que oui, les colères sont assez présentes, là, parce que quand on accumule. Quand on accumule les émotions, à un moment donné, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est trop, puis ça sort souvent en colère. La colère, c'est un peu une émotion fourre-tout, hein. Souvent, en dessous de ça, il y a plein de déceptions, puis de tristesse, puis d'anxiété qu'on n'a pas accueillies au fur et à mesure. Donc, ça s'accumule, puis là, on déborde, puis ça sort en colère. Puis là, on va revenir aux parents parce que d'ailleurs, on n'a pas complété l'histoire de Clara, mais la beauté avec le cas de Clara, c'est que tu as transmis les outils aux parents. Oui. Et Clara, son anxiété, ça venait avec des maux de ventre. Là. Moi, ça me fait penser à ma fille qui a eu ça des années de temps. Et ça s'est complètement dissipé. Mm-hmm. Okay, ben alors, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Ben, à force de reconnaître ce qui se passait dans elle, hein, d'accueillir, dans le fond, elle a appris à accueillir à chaque instant. Hein, ah, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un mot de ventre. Faire des liens. Quelle émotion qui est là? Quelle émotion qui me visite? Puis dire, c'est correct, j'ai le droit d'avoir de la peine, j'ai le droit de tolérer ces émotions-là, mais ça s'est moins transposé en symptômes physiques.
elle a été moins anxieuse au quotidien, ça l'a beaucoup Mmh. aidée, ça l'a beaucoup apaisée. Donc, tant qu'elle utilisait ces outils-là, ça l'a supporté beaucoup là, là-dedans. Et la maman a appris beaucoup aussi par osmose, hein, parce que je l'ai intégrée pour qu'elle puisse accompagner Clara. Puis ça m'a beaucoup touchée parce que quand mon suivi a été terminé, parce que Clara était devenue super autonome pour utiliser les outils, puis maman savait comment l'accompagner, puis ils n'avaient plus besoin de moi. La maman m'a dit, je sais pas qui de nous deux, en parlant de elle et sa fille, a été le plus aidée par ces outils-là parce que la maman m'a confié qu'elle-même était une personne assez anxieuse depuis toute petite. Puis dans le fond, elles ont grandi ensemble, Clara et sa maman, puis j'ai trouvé ça tellement beau, puis Ah ça m'a oui. inspirée dans le livre. Je me suis dit, je veux que les parents puissent apprendre en même temps que leur enfant Mmh. que c'est un chemin que le parent fait avec l'enfant. Ça nourrit le lien parent-enfant, hein, l'attachement, comme pédopsychiatre, c'est quelque chose qui me passionne, le lien d'attachement. Et donc, ils grandissent ensemble là-dedans, dans leur connexion parent-enfant, puis dans leur capacité à s'autoréguler, puis à accueillir les émotions. Et tu as écrit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. En fait, le parent, il a un super pouvoir. Et Oui. c'est ce super pouvoir-là qui fait en sorte que c'est lui le meilleur intervenant, ou elle, évidemment, là, on parle du parent, homme, femme, peu importe, mère, père, avec son enfant. Et quel est ce super pouvoir-là? Tu viens de le nommer, là, mais on va aller un petit peu plus loin. C'est le lien d'attachement, c'est la connexion parent-enfant qui est le super pouvoir des parents parce que moi, je reçois des familles dans mon bureau tous les jours, puis souvent les parents, ils arrivent, ils sont démunis, ils sont dépassés, ils savent pas quoi faire, puis c'est comme s'ils s'assoient dans mon bureau, puis ils me remettent un peu la situation, puis il me donne le pouvoir de changer la situation puis d'expliquer ce qui se passe. Puis moi, mon rôle, c'est beaucoup de retourner vers eux, de dire non, moi, je suis un guide. Je suis là pour vous aider à comprendre, à observer ce qui se passe, à mettre des mots, mais vous êtes les experts de votre enfant, vous le connaissez mieux que moi, vous vivez avec lui. Donc, tu sais, favoriser le sentiment de compétence parentale parce que oui, les parents, il n'y a personne d'autre qui est mieux outillé pour accompagner leur enfant qu'eux parce qu'ils le connaissent par cœur, mais ils ont juste besoin de support parce que c'est pas facile d'être parent, on va se le dire. Ok, non. Donc, moi, je suis là un petit peu pour les supporter, leur redonner confiance dans les approches qu'ils vont mettre en place pour leur enfant, mais c'est eux qui ont la baguette magique de lien avec leur enfant. Pour aider un enfant à cheminer, ce lien-là, il n'y a rien d'autre qui va le faire avancer mieux que ce lien d'attachement-là à leurs parents. Et là, tu l'as bien dit, le parent bénéficie autant que l'enfant parce que nous, ça ne nous a pas été enseigné. Moi, Exact. il a fallu que je fasse un méga burn-out à l'âge de 33 ans, que j'arrête de travailler pendant 1 an. Ça ressemble beaucoup à ton histoire pour prendre conscience finalement que, by the way, si je fais rien, je ne suis rien. Et là, c'était comme un clash dans mon cerveau. Il faut que j'apprenne à être quelque chose sans être obligé de faire quelque chose et inverser l'équation. Et ça, souvent, on l'apprend à la dure, nous, parce qu'on n'a pas eu ces guides-là. Alors, quelle est la réponse des parents? Parce que effectivement, si tous les parents et si tous les enfants apprenaient à gérer leurs émotions très, très jeunes, mon Dieu, mais ce serait un changement, le monde changerait en une génération. Oui, tout à fait. Bien, la réponse des parents est très touchante. Je reçois régulièrement des messages de combien ça les a aidés, puis je reçois aussi des messages de parents qui connaissaient déjà la pleine conscience, puis qui ne savaient pas comment l'adapter pour leur enfant, donc qui ont beaucoup apprécié. Puis la plus grande surprise là, de la publication de ce livre-là, c'est que je reçois régulièrement des messages de personnes qui ne travaillent pas auprès d'enfants, qui ne sont pas grands-parents, qui n'ont pas de jeunes enfants à la maison et qui me disent à quel point le livre les a aidés. Et ça, c'est une grande surprise pour moi. J'ai compris, en fait, que c'est un livre qui est écrit pour les parents et pour les enfants, mais mes métaphores, ils parlent à l'enfant intérieur des gens. Donc, Exactement. il y a des gens qui ont besoin de ces métaphores simples-là pour comprendre le fonctionnement de leur monde intérieur. Ça a été ma plus grande surprise. D'ailleurs, je viens de tomber sur la page que j'aime beaucoup là ici. Les petites visiteuses, ça, c'est les émotions. Et c'est exactement ça. Les métaphores, elles sont partout dans le livre avec des illustrations. Et c'est comme si ça nous aide aussi à mieux comprendre. Et alors, on va parler des autres piliers parce que le temps file. Alors, on a parlé évidemment de la respiration, des émotions, des pensées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est abordé dans le livre?
On parle de la présence, de la capacité à s'enraciner dans le moment présent. On parle aussi du cœur, hein, qui est l'intuition, de se connecter à son intuition, parce qu'il y a notre petite radio qui parle tout le temps, mais on a aussi une petite intuition qui est dans notre cœur, qui nous sert beaucoup. On parle de notre trésor, qui est notre potentiel, parce que pour moi, tous les humains ont un potentiel à découvrir tout au long de leur vie. Ça, c'est le schéma. Je continue. Je vais juste donner les images en même temps. Et puis, ben, notre trésor il est dans notre cœur. Donc, quand on est capable d'entrer dans notre cœur, on est capable d'aller chercher des morceaux de trésor qui nous servent dans la vie de tous les jours. Ensuite, on parle de la gratitude, hein, qui est une émotion qui vient un petit peu embellir notre quotidien. Pour moi, la gratitude, ça vient un petit peu nettoyer les vides de notre maison pour laisser la couleur entrer. Donc, c'est important de l'inviter régulièrement dans notre maison. Puis, on parle aussi de la compassion pour soi, donner de l'amour à notre maison. Elle en a besoin parce qu'elle nous rend des services tout le temps au quotidien et tout le temps là pour nous. Donc, il faut nous aussi lui redonner un petit peu en retour. Fait que c'est les thèmes qui sont abordés là, dans le livre. Puis les chapitres sont divisés en 3 sections. Hein. Une section qui explique aux parents ce que j'enseigne. Ensuite, c'est une histoire pour l'enfant qui reprend les concepts. Puis la 3e partie, c'est une aventure méditative, une petite méditation là, que le parent peut faire avec l'enfant. Oui, et c'est très, très bien construit. Écoute, Amélie, c'est tellement fantastique là, à quand enseigner en première année à l'école? Parce que moi, depuis que j'enseigne la conscience, depuis que j'ai laissé la télé en 2010, j'enseigne la conscience, je rencontre un paquet d'enseignants aussi qui veulent amener ça dans les écoles. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui pourrait arriver grâce, entre autres, à des médecins comme toi? Vous autres, vous arrivez avec vraiment en fait, des études en plus. Puis là, ça permet de commencer à nourrir la compréhension de tout ça, puis que c'est pas une affaire de charlatan, là. C'est mon plus grand souhait, France. C'est vraiment, j'ai beaucoup d'enseignants qui ont utilisé mon livre dans leur classe avec beaucoup de bénéfices. Puis je dis toujours, quand je parle publiquement des conférences ou quoi que ce soit, je dis toujours, s'il y en a qui ont des contacts, moi, je suis disponible pour aider qui a un projet pour amener ça dans les écoles parce que je suis de ton avis. Ça prend ça dans nos écoles. Il faut que le programme du ministère intègre ça. Nos enfants, on est en 2023, il y a toutes sortes de défis, il y a toutes sortes d'adversités. Ils ont besoin d'avoir ces outils-là pour passer à travers tout ça avec résilience, là, plus que jamais. Justement, pendant qu'on était en train d'en parler, ça devrait être enseigné aux primaires tellement. Oui, 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 on est d'accord. Et après ça, ici, bel outil, bel outil pour changer les choses, installer le calme dès le jeune âge. J'adore. Merci. Et attends, c'est pas non, je me sais pas lui qui voulait montrer. Gaétane ici qui dit je vais transmettre ça à mes petits-enfants. Ben oui, quelle bonne idée. Et là, ben, tout le monde, il y a des très beaux commentaires et quelqu'un me redemande de revoir le titre. Alors, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre en double, OK? Et ici, voici. Une maison juste à moi, initier son enfant à la pleine conscience par le docteur Amélie Veilleux, pédopsychiatre. Amélie, c'est tellement un plaisir de t'entendre. Moi, ça me réjouit. Ça fait 15-20 ans que je travaille à ça. Au début, on était un peu vus comme des extraterrestres. Et là, ça devient mainstream. C'est un plaisir de voir ça. Merci d'en faire la promotion avec autant de crédibilité, mais aussi avec autant de joie. C'est joyeux. Quand on te lit, on a envie de le faire. Mais merci beaucoup, France, pour la belle invitation. Ça me fait toujours plaisir de partager ma passion puis ma petite mission là, avec tout le monde. Alors, allez vous chercher ce livre-là, donnez-le à vos enfants qui vont devenir parents ou qui le sont déjà, parce qu'il faut que ça spread out en bon français, il faut que ça se répande comme une traînée de poudre. Et ce sera pas c'est la première fois, mais ce sera pas la dernière que vous allez me voir avec Amélie Veilleux. Alors, merci à tout le monde et merci de partager, hein, c'est gratuit. Alors, partagez Visionnaire pour que ça fasse le tour et on se revoit très bientôt à la prochaine émission. Ciao tout le monde, merci. Merci.